Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arsenal French Club. Nouvelle actu transfert, nouvelle actu mercato. Après la signature toute récente de Merino, un départ vient d'être acté également. Le départ d'Eddie Nketiah à Crystal Palace. Pour en parler rapidement, brièvement, mais pour en parler quand même, j'ai avec moi deux personnes. Je vais commencer par le meilleur, Louis. J'ai cru que tu allais parler de Meshad, donc je suis très honoré. Non, c'est toi, Non, c'est mais toi. salut Raoul, salut Meshad, et bonjour aux auditeurs. Et ben voilà, la transition est toute faite. Bonjour Meshad, la Le, le, star du me- jour, la star les du me- jour. le meilleur des plus nuls. Ouais, c'est moi, bien sûr. Bonsoir. Mais Bonsoir. il ne doit en rester que un, ça sera peut-être toi, Meshad. C'est toi. Je te préserve un petit peu. Et puis vu qu'on va parler un petit peu analyse et foot, ça me fait un petit peu peur, tu sais, vu tes Ouais. qualités, tes compétences. C'est toujours Bon. compliqué, mais allons-y. Faisons Messieurs, semblant. ouais, continuons la posture, ça fonctionne. Ouais, monsieur, je vous le disais, je le disais en introduction, le départ d'Eddie Nketiah qui vient d'être acté pour Crystal Palace. Du coup, ben, il va pas bien loin. On peut peut-être rappeler que Nketiah, Pas c'était, grand-chose. Allez, fin du podcast. non, ça reste l'un des derniers Baby Gunners finalement. Bah, Baby Gunners, il est arrivé à l'académie assez jeune. Ça fait quand même un bout de temps qu'il a été, qu'il est chez nous, mine de rien. Je crois que ça faisait sa neuvième année qu'il était chez nous. Mais je sais que Louis, si je me trompe, il me tapera dessus ou il me reprendra. Il était il arrive en fin de contrat en juin 2022 et après une saison relativement honorable, je trouve, le club a eu la grande idée de le prolonger 5 ans. Alors c'était discutable déjà à l'époque, mais surtout la grande idée de le revaloriser financièrement. Je crois qu'il est à 500K mensuel. Pareil, ce sont les chiffres que moi j'ai vus, mais je peux me tromper. Et enfin, on lui a donné, et ça je pense que c'est un drame, ça a été un drame pour moi, on lui a donné le numéro 14. Messieurs, voilà, moi j'ai fait mon taf, j'ai pas bossé plus que ça. Mais non, plus sérieusement, Louis, tu veux commencer? C'est quoi, bah, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu as à dire sur Eddie? Et puis on passera la parole à Méchad après. Yes, avec plaisir. Alors déjà, tu fais bien de rappeler que c'est un joueur qui est issu du centre de formation. C'est toujours important de le rappeler parce que souvent on oublie un peu que voilà, le centre de formation d'Arsenal est très important et que c'est un joueur qui est issu du centre de formation et qui a été très bon d'ailleurs avec le centre de formation. Comme tu l'as dit, on l'a prolongé enfin, il y a quelques saisons. On lui a donné le numéro 14 qui est mythique à Arsenal. On l'a aussi donné un salaire qui est quand même plutôt confortable. On l'a prolongé dans une période où Arsenal commençait à trouver, mais cherchait aussi un peu une nouvelle, comment dire, une façon de progresser dans sa gestion sportive où on comptait beaucoup plus sur des nouveaux joueurs qui étaient issus du centre de formation. Je parle bien sûr de Smith Rowe, de Saka, et Nketiah en faisait aussi partie aussi à ce moment-là, même s'il est un peu plus vieux que ses compères. Oui, bah globalement, après, je trouve que c'est un sujet qui est assez clivant, mine de rien. Parce que moi, pour ma part, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités, qui est certes limité, mais qui a des qualités. Comme tu l'as dit, qui a quand même eu des saisons qui sont plutôt honorables. Et je trouve qu'il a été un peu trop souvent désigné comme le bouc émissaire, peut-être, de certains matchs, de certaines périodes d'Arsenal. Donc on pourra en discuter plus tard. Mais au final, pour moi, le départ est logique parce que, comme tu dis, enfin, il a 25 ans, c'est déjà sa neuvième saison. Clairement, il n'arrivera plus à passer ce dernier cap qui aurait pu faire de lui un bon attaquant d'Arsenal et un bon attaquant pour un club qui veut jouer le titre. Donc son départ est plutôt logique. En plus de ça, il est super bien vendu pour un joueur qui, mine de rien, n'a quasiment plus joué depuis maintenant un certain temps. Donc au final, c'est une vente logique. Mais pour moi, ça reste quand même un joueur qui aura fait quand même une carrière honorable
avec ses qualités sous le maillot d'Arsenal. Méchane? Eh ben, écoute, il y a une chanson qui dit Alléluia, 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 Alléluia. Je pense que oui. Et en fait, et en fait, les gens ne le savent pas, mais tu es tellement heureux, toi, Raoul, de le voir partir que tu as commencé ce podcast tout nu. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positivité derrière ce départ. Plus sérieusement, juste en étant factuel, Nketiah, il n'avait pas le niveau. Voilà, c'est tout. Il n'avait pas le niveau pour prétendre à quoi que ce soit chez Arsenal. On a essayé de faire de lui un titulaire à la pointe de l'attaque quand Jesus était blessé. On a vu que c'était assez limité. On a voulu faire ensuite de Nketiah un remplaçant, là où il avait un peu plus de, on va dire, sa place dans l'effectif d'Arsenal pour pouvoir permettre la rotation de l'effectif. On a vu que là aussi, c'était limité. Et surtout, ce qui lui permettait de prétendre à une place dans l'effectif les saisons passées, c'était quand même son envie et son identité quand même fortement attachée à Arsenal. Et je trouve que l'année dernière, il a montré un autre comportement qui était quand même, je sais pas, c'était pas trop ça, quoi. Tu voyais qu'il avait pas envie d'entrer, tu voyais que ça le saoulait d'entrer. En tout cas, tu voyais qu'il n'était pas content de sa situation et ça se reflétait dans ses entrées et dans ses prestations. Donc, on est arrivé au bout de l'aventure. Là où j'avais beaucoup plus de peine pour un garçon comme Smith Rowe, parce que je vois en lui un potentiel que l'on n'a pas réussi à exploiter à Arsenal, je pense qu'avec Nketiah, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec lui. Et donc, la vente est justifiée, surtout à ce prix-là. Franchement, c'est C'est un aussi un hold-up. hold-up ce que l'on a fait C'est un hold-up. C'est le deuxième de hold-up le qu'on fait vendre. quand même, quoi. Ouais. Heureusement qu'il y a des clubs comme Crystal Palace qui peuvent injecter autant d'argent parce que franchement, le vendre à cela, au vu de ses prestations et de ses dernières saisons, c'est quand même un petit exploit, quoi. Alors, je suis Voilà. d'accord avec vous deux, et d'ailleurs, merci Mécha de le souligner tout à la fin, puisque Louis, tu disais qu'il a été à certains moments le bouc émissaire. Je suis d'accord avec toi, mais, et il y a un mais, je pouvais être d'accord avec toi jusqu'au tant que ses prestations n'étaient pas extraordinaires, et je reviens toujours au même discours, mais comment il se battait. Et sur les dernières entrées qu'il a pu faire dans la saison 2023-2024, je sais même pas si ce mec, il avait envie de jouer ou il avait Exactement. envie de rentrer. Et dès lors qu'il avait ce comportement-là, là, ça commençait à me déranger parce que Ouais. on, on est supporter, on essaie d'être objectif. Alors, un supporter n'est vraiment trop rarement objectif, mais faut pas oublier qu'il nous a quand même bien dépanné en 2022-2023, je Ouais. crois. Ouais, exactement. Ou 2020, je crois que c'est même sa meilleure saison, c'est 2021-2022, il me semble. Parce qu'en première ligue, il fait 21 matchs, il met 5 buts et il fait une passe D. Et en 2022-2023, il joue plus souvent, il fait 30 matchs, soit 9 matchs de plus, il ne met que 4 buts pour une passe D. Et en 2023-2024, donc la saison passée, il joue 27 matchs pour 5 buts et 2 passes D. Non, on est sur une belle saison. Alors, On est sur des belles prestats, sachant que sur ces 5 buts la saison passée, on est sur un match où il fait un triplé. Mais non, non, et globalement, on on est lui sur un enlève un joueur. quadruplé. Mais je Ah, sais pas si je sais pas si le triplé, il est pas sur la saison 2022-2023. J'ai un doute. Par contre, il me semble qu'il met un but décisif contre un gros. Mais je sais pas pareil si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. En tout cas, c'est un joueur, je pense, qui n'était pas un grand joueur. à la haute. C'est un joueur quand même, et il a marqué des buts, donc c'est un Non, un grand buteur joueur, bah d'Arsenal. attends, Mais c'était un pas un joueur très qui en grand 3 joueur, saisons a et mis je 15 buts. pense, voilà, et c'est là où je pense que sa dimension s'arrêtait avec la progression qu'Arteta a donnée à cette équipe sur les 2 dernières années et demie. Je sais pas si Louis, tu es d'accord avec moi, mais Nketiah, c'est un joueur de milieu de tableau dans une équipe moyenne où on va pouvoir jouer sur sa vitesse, etc., etc. Mais avec l'envergure et les prétentions des 2 dernières années d'Arsenal, je ne pense pas qu'il pouvait, ne serait-ce qu'être numéro 3. Alors après, si, en cas de blessure, il va dépanner, mais je ne le voyais pas. Et surtout, encore une fois, comment on a pu donner le numéro 14 à Nketiah, quoi. Non mais les gars.
Ouais, Bah, ça je c'est pense vrai qu'il avait. que ça c'est le numéro 14, ça a beaucoup cristallisé. Je pense que ça a mis beaucoup de pression là où il n'y avait pas nécessairement besoin de mettre de pression sur ses épaules. Là où tu as raison, c'est que effectivement à la fin de la saison 2023-2024, on sentait un peu de tension parce que je pense que même lui avait compris qu'il avait loupé le coche. Et je pense que le coche, c'est à la blessure de Gabriel Jesus à la mi-saison 2022-2023 Ouais. Ouais, où quand il se blesse juste avant la Coupe du Monde, derrière il y avait que Nketiah. Et d'ailleurs, quand Nketiah prend tout de suite l'intérim entre guillemets derrière Gabriel Jesus, C'est pas mal. il fait une très bonne intérim. Je crois qu'il met 4 buts en 5 matchs, quelque c'est chose Ouais. ça? comme ça. Ouais. Donc là, on se dit, bon, ça y est, on a trouvé notre attaquant pour la rotation, notre attaquant backup, l'attaquant en plus qui vient de All N, qui a le numéro 14, qui va pouvoir challenger Gabriel Jesus. Donc là, vraiment, on se dit, ça y est, c'est parti, le gars, il est lancé. Bon, la fin de saison 2022-2023, tout le monde s'en souvient, elle finit très mal, mais collectivement, elle se finit très mal. Ouais. Lui, il a fini assez mal aussi. Et du coup, arrive ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, chacun part, Havertz arrive, changement tactique, ce qui fait qu'au final, il démarre la saison 2023-2024. Collectivement, Arsenal a beaucoup plus mûri et changé par rapport à la version 2022-2023. On se souvient, Ouais. la version 2022-2023, c'était on attaque à tout va, Mm. des fois c'était complètement décousu, c'était chaotique. Et là, version 2023-2024, c'est Arsenal bon, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et moins d'attaque à outrance. Première partie de saison 2023-2024, quand Havertz n'avait pas encore basculé au milieu de terrain, je crois qu'il fait une première partie de saison honorable. Je crois qu'il met 5 buts et une passe D. Mais il fait très peu de matchs au complet. C'est-à-dire qu'il ne fait pas encore régulièrement des 90 minutes. Par contre, après, Arteta comprend que son équipe patine peut-être un peu, qu'elle a besoin d'autre chose à la pointe de l'attaque. Donc, Arteta fait passer Havertz à la pointe de l'attaque. Et là, par contre, c'est la dégringolade en termes de temps de jeu pour Nketiah qui disparaît totalement des radars. Je crois que sur la deuxième partie de saison, en 2023-2024, les 6 derniers matchs, il fait tout sur le banc et il n'y a pas une seule minute de jeu. Donc vraiment, je pense que même lui avait compris que il avait loupé le coche de cette blessure de Gabriel Jesus et c'est là en fait où il aurait dû capitaliser sur ça. Il aurait dû vraiment prendre le rôle et se dire voilà, maintenant c'est moi le numéro un. Et pour autant, parce que, alors certes, en termes de peut-être de body language à la fin de la saison dernière, 2023-2024, c'était peut-être un peu compliqué, mais pourtant, quand on se souvient du documentaire All or Nothing Arsenal sur Prime Video, à un moment, il y a un court extrait de Nketiah qui est à la cantine avec Smith Rowe et avec Lokonga, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, ouais. Ouais. Et Lokonga, justement, se plaint de son temps de jeu. Ouais. Et justement, à ce moment-là, Nketiah lui dit, mais attends, t'es pas le seul à pas jouer. Moi, je ne joue pas non plus. Juste, tais-toi, arrête de te plaindre et travaille. Mm. Et je pense que il avait à cœur de réussir. Et je pense que la fin de saison 2023-2024, il a compris en fait, que ça ne le ferait pas. Comme tu l'as dit, Raoul, Arteta avait encore besoin de step up au niveau collectif et au niveau, tout simplement, au niveau footballistique. Et je pense qu'effectivement, Nketiah ne pouvait pas aller plus haut et il l'avait compris. Pour autant, là où je suis d'accord, c'est que pour moi, c'est peut-être un peu trop le bouc émissaire et une cible facile. Déjà de un parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais il y avait le numéro 14, donc forcément, tu attires les regards et la pression. Mais aussi parce que j'ai l'impression que les gens ont l'impression que si un joueur n'est pas assez bon pour la rotation d'Arsenal, c'est parce que footballistiquement, il est totalement nul et il est rincé au football. Je pense que aujourd'hui, peut-être si Nketiah n'est pas assez bon pour la rotation d'Arsenal, ça ne fait pas de lui un mauvais joueur. Ouais, tout à Et fait. je, et je pense que dans la moitié des clubs de Première Ligue aujourd'hui, je pense qu'il peut être un excellent titulaire en Première Ligue. Milieu Juste de tableau. effectivement, Milieu de voilà, tableau. milieu de tableau. Effectivement aujourd'hui, mais effectivement aujourd'hui, je pense on arrivait un peu au bout du parcours et je pense que même lui forcément avait compris qu'il n'avait plus sa place et que il était temps pour lui de partir. D'ailleurs, on l'a bien vu au mercato. Il a pas essayé de dire non, je veux me battre pour gagner ma place. Souvent, on Hmm. a ça aussi pour les joueurs qui veulent partir. Je pense qu'il avait très très bien compris qu'il était temps pour lui de partir, mais pour autant, je pense qu'il peut faire une excellente saison à Crystal Palace, qui a été très bon dans la deuxième partie de saison, la saison dernière, avec Oliver Glasner. Donc, non, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne et voir s'il arrive à devenir l'attaquant qu'on attendait de lui lors de la blessure de Gabriel Jesus. Moi, Par exemple, j'aurais une. moi je trouve, les gars, que
là où c'était un prospect pour Marseille. Je trouve que Marseille a fait une erreur en prenant Wai et pas Nketiah. Je pense que Nketiah, pour le coup, à Marseille, ça aurait été un très bon élément. Donc, je vais lancer un petit pavé dans la mare, peut-être. Une petite question comme ça, où je pense que ça va faire bondir beaucoup de monde et je pense que ça va achever un peu Raoul, là, qui est en train de transpirer des gouttes. Si on prend le ratio potentiel, le potentiel qu'on avait, le potentiel d'un joueur et la copie rendue au final par Nketiah et Smith Rowe, lequel des deux a fait une meilleure carrière à Arsenal? Bah, si tu poses la question, c'est forcément Nketiah. Non, moi, j'ai pas d'avis, Attends, mais attends, je mais pense que. c'est- Je, mais, mais je pense ta que question, elle est posée pardon, excuse-moi, Louis, ta question, elle est posée d'un point de vue purement statistique. Enfin, en fait, sur quoi ma question, juste sur. Au final, aujourd'hui, tu as Nketiah Smith Rowe qui sont partis. Par rapport aux attentes et aux qualités des deux joueurs, lequel a fait une meilleure carrière à Arsenal? pour moi, Misro c'est pour Smith moi. Rowe. Ouais, Smith Rowe. Pour moi, ça Large. s'entend, hein. J'ai pas de réponse, mais je trouve que Smith Rowe a peut-être été un peu trop surprotégé par moment, surtout sur sa fin de carrière, et que Nketiah peut-être un peu trop le bouc émissaire, alors que oui, c'était un joueur qui était limité, qui arrivait en bout de parcours, mais pour autant, je trouve qu'il a quand même eu des moments qui étaient quand même plutôt utiles et plutôt sympas. Donc, Moi, je suis pas d'accord avec toi, Louis. Je trouve Moi, pas j'aurais que tendance à Smith dire que Rowe, si Smith Rowe il a été protégé ou moi, je, surprotégé, c'est moi, je qu'on trouve a. pas qu'il a été protégé ou surprotégé du tout. Les gars, la saison dernière, enfin, il joue pas du tout, hein. Quasiment pas, Smith hein. Rowe. Smith Rowe. La saison dernière, il y a plein de matchs où il peut entrer. Il est presque à la carte Non, la mais je saison veux dire dernière. surprotégé par la fanbase, si tu veux, Ah surprotégé en oui, disant, d'accord, pas pardon. surprotégé par Teta, en disant Ah d'accord, surprotégé ok. en termes de, voilà, D'image. Ouais, ouais, je vois. Ok. d'image. Donc par rapport au potentiel et tout, je pense que la question où il peut y avoir un débat, après je dis pas que l'un ou que En j'ai fait, forcément la bonne réponse, mais pour moi je pense que la question elle peut se poser. en fait, Aujourd'hui, quand on voit le potentiel. la saison 20, c'est quoi? C'est la saison 21-22 de Smith Rowe, là, où il fait une saison de ouf. Ouais, c'est ça. Voilà, déjà, cette saison, enfin, Où je sais il pas, porte, moi, pour où moi, il porte le ça. club avec Saka. Exactement. Pour moi, déjà, il n'y a pas de débat avec Eddie. Et la différence avec Nketiah pour Smith Rowe, c'est que lui, il ne joue pas parce que son talent l'en empêche, il ne joue pas parce que ses blessures à répétition fait qu'il n'est pas opérationnel pour jouer au haut niveau, en tout cas au niveau Arsenal comme on le voulait. Et moi, je pense, c'est mon avis, peut-être que je me trompe et on verra la saison qu'il fera à Fulham, mais je pense qu'il avait largement le talent pour jouer à Arsenal. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, les performances d'un Martinelli ou la saison dernière, les performances d'un Martinelli, si Smith Rowe avait continué sa progression suite à sa saison 2021-2022, pour moi, il est titulaire tous les jours à Arsenal. Oui, c'est sûr, mais par exemple, est-ce que tu vas préférer un Smith Rowe qui est plein de potentiel mais qui a une hygiène de vie douteuse, Bah non. ou un Nketiah qui est, on va dire, professionnellement parlant, un bon professionnel mais qui reste un attaquant limité? C'est une bonne question. Moi, je pense en tant qu'entraîneur, je préfère un profil comme Eddie Nketiah. En tant que supporter, je préfère forcément un profil comme Smith Rowe. Mais Ouais, je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Moi, j'ai un autre débat pour vous, les gars. Voir ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, il n'y a pas, il n'y a pas eu une erreur de gestion et de management de la part d'Arteta lorsque Nketiah remplace Gabriel Jesus lorsqu'il se blesse et qu'il fait une intérim qui, en soi, quand même, moi, je trouve très intéressante. Et un retour de Gabriel Jesus, alors que pour moi, il n'est pas encore à 100%, même si intrinsèquement, entre les deux joueurs, Gabriel Jesus était au-dessus de Nketiah. Mais il n'était pas à 100%, et quand il revient, il est nouveau titulaire, et Arteta remet Nketiah sur le banc. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, couper l'herbe sous le pied d'un attaquant qui prend ses marques dans une équipe qui marque d'ailleurs et qui commence à prendre la confiance? Est-ce que d'après vous, donc je formule ma question, est-ce que d'après vous, Arteta peut être en partie responsable du manque d'évolution de d'Nketiah dans le groupe et finalement de sa trajectoire descendante à partir de la fin de saison 2021-2022? Alors moi, je vais répondre de manière très vite, enfin très claire et très efficace. Non, pour moi, il n'est pas du tout responsable dès lors que, même si ses entrées et ses titularisations ont été intéressantes à un moment donné,
on voyait quand même tous les limites de ce joueur. Et qu'à un moment donné, on est Arsenal, on est enfin, ça fait 3 saisons qu'on fait toujours mieux saison après saison, qu'on est un outsider solide et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on soit face à nos responsabilités et face à nos exigences. Et je trouve qu'un joueur comme Eddie Nketiah, à un moment donné, ça se voyait, malgré ses belles performances, qu'il était limité. Et oui, je préfère largement tous les jours un joueur comme Gabriel Jesus qu'un joueur comme Eddie Nketiah. Pour moi, c'est plus important de mettre en confiance et de mettre en avant Gabriel Jesus parce que quand il est à 100%, bah, c'est un top player, qu'un joueur comme Eddie Nketiah qui est moyen. Voilà. Et tu vois, enfin, si je dois faire une analogie, alors évidemment, les gens vont dire t'abuses, etc. Mais El Neni, c'est un joueur que, par exemple, à Arsenal, j'ai adoré parce qu'il donnait le maximum et qu'il n'a jamais été vraiment très mauvais. Mais comparé à d'autres joueurs qui étaient au milieu, tu favorisais les autres joueurs au milieu. Ben, c'est un peu pareil pour Eddie Nketiah. Pour moi, c'est pas une mauvaise gestion, c'est juste lui qui était limité dans sa progression et donc, quand tu veux tirer le meilleur de ton équipe, tu mets en avant tes meilleures forces en présence. Voilà. Ouais, ça s'entend. Louis, t'as un avis là-dessus ou... Moi, je suis plutôt d'accord avec Mechad parce qu'au moment où il prend l'intérim de Gabriel Jesus, si au final il n'y a pas que Nketiah derrière Gabriel Jesus, Mhm. peut-être que Nketiah serait Il parti n'aurait déjà jamais depuis joué. longtemps en fait. Mhm. Je pense qu'à ce moment de l'intérim, il fait une bonne intérim, mais c'est une intérim par défaut parce que pardon, Arteta n'a pas d'autre solution. Après, ça rejoint toujours le débat sur la gestion du banc et de la profondeur par Arteta. Je pense que Arteta voyait en Nketiah alors peut-être pas un futur titulaire, mais un bon attaquant de rotation. Ouais, ouais, Mais on sait qu'Arteta et son banc, c'est toujours un peu compliqué. Et je pense que s'il fait pas confiance à 100% en un joueur de son banc, il le fera pas jouer. Quoi qu'il arrive, on peut oublier les rotations. Je pense que Reiss Nelson est aussi un peu dans ce cas-là, mm, où il a pas du tout, je pense, la confiance ou très peu de confiance de la part d'Arteta dans ses capacités que je pense que lui aussi est arrivé un peu au bout de l'aventure. Donc non, je pense que Arteta n'est pas forcément responsable. Parce qu'après, Nketiah a aussi eu pas mal de chances de briller, faut le dire aussi. Il y a quand même exactement, eu exactement. il y a pas eu très peu de temps de jeu entre les deux. C'est pas, alors c'est la différence avec Reiss Nelson où Reiss Nelson, il y a quand même eu très peu de temps de jeu dans la rotation. On va dire par exemple la saison dernière, on l'a Ouais, quasiment pas vu. mm, Alors que Nketiah, quand même, il a quand même eu des chances de briller. Et comme on l'a dit, il a fait des bonnes périodes. Mais le problème, c'est que il a jamais su capitaliser et il a jamais su avoir la régularité nécessaire pour à minima être un bon backup. Parce que comme l'a dit Méchad, je pense que techniquement, entre Gabriel Jesus et Nketiah, il y a 30 années-lumière mm. entre les deux joueurs. Et voilà, quoi. Je pense qu'Arteta voyait Gabriel Jesus comme le leader de l'attaque, il voyait Nketiah comme une rotation. Mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, on a besoin d'encore une fois, peut-être pour la D'Averse. dernière fois, alors à faire oui, pourquoi pas, mais de monter d'un niveau en tout cas pour, Oui, oui, dans bah, le pour détrôner recrutement, ouais. City, quoi. Mais d'ailleurs, Euh, Raoult, tu fais bien de parler d'Havertz parce que, regarde, typiquement, Havertz, alors, c'est justifié par le prix de son transfert, justifié par le fait que ce soit un joueur qui était désiré vraiment d'Arteta, mais en fait, Havertz, il a eu sa chance, à un moment donné, il l'a saisi, et dès lors qu'il l'a saisi, il n'a plus jamais quitté le 11. bien sûr, Nketiah, pardon, j'arrive jamais à dire son nom. ça tombe bien, il est plus là. Voilà, je rappelle à tout le monde quand même, il rentrait très souvent en cours de match et qu'il est même rentré dans la double confrontation contre le Bayern Mm. l'année dernière en Ligue des Champions. Donc c'est que quand même, Arteta a essayé de le relancer à maintes et maintes reprises. Mais bon, l'année dernière, il a fait sa tête de mule, il a décidé qu'il ne voulait plus jouer au football. Ok. Voilà, Alors, du coup, Eddie s'en va. C'est acté pour un montant de 25 millions à peu près pour Crystal Palace. 30 millions, hein. Euh, c'est pas, je crois que c'est 25 plus 5. Louis, non? Ouais, Tu... alors je crois qu'en livre c'est 30 plus 5, donc oui, c'est 25 plus 5 à peu près. Donc on va dire, Ok. allez, grosso modo à la louche, 30 millions d'euros, quoi. Ok, bon, c'était les 30 millions que Edu voulait. D'ailleurs, bravo à lui parce qu'il n'a pas cédé quand d'autres clubs ont proposé 25. Ouais, Il avait dit j'en veux 30 et finalement il les a eu. Bravo à lui. comme Marseille. Notamment Marseille. Après Marseille, je pense que euh, il y avait l'indemnité de transfert, mais au-delà de ça, il y avait les prétentions salariales d'Nketiah. Et je pense que là, ça a bloqué. C'était plus l'élément bloquant au niveau de l'Olympique de Marseille que vraiment l'indemnité de transfert. Ah, je Du sais coup, pas parce que je crois tu qu'il penses était pas? d'accord avec Marseille. Je crois qu'il était d'accord avec Marseille, hein. Non, 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 Ok, Alors c'est deuxième vraiment que l'indemnité de transfert. Ouais, c'est vraiment l'indemnité de d'accord, transfert. ok. ouais, pour moi Donc, c'est. Mais je pense qu'au niveau, alors peut-être pas au même niveau, enfin au même salaire qu'Arsenal,
Mais il était d'accord avec Oui, Marseille, oui, tout ouais. à Donc, fait, tout à fait. donc c'est Ouais. pour ça que le deal était jugé imminent à ce moment-là. Parfait. Messieurs, il nous reste quelques minutes du coup pour aborder l'après Nketiah. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Pourquoi, mes chats? pourquoi la prenne Ketia, tu t'attends à quoi? Ben non, mais on vient de récupérer 30 millions pour Nketiah. On a récupéré un peu plus de 35 pour Smith Rowe. Ça fait quand même un petit peu de trésorerie. On en a dépensé à peu près 40 pour Merino. On a quand même un peu d'argent. On s'attend à quoi maintenant? Plutôt le côté départ avec le départ de Nelson et de Ramsdale ou d'après vous, on est plus proche d'encore d'autres départs pour renflouer les caisses ou est-ce qu'on est plus proche de l'arrivée d'un attaquant qui pourrait faire le nombre, sachant que depuis hier soir, la toile s'affole avec le Nunes de Liverpool. Ah, il y a des manques, Raoul, dans cet effectif, hein. Tu le sais, enfin Louis aussi d'ailleurs, tout le monde le sait, Arsenal, il y a un manque en attaque là sur le neuf. Parce que là, du coup, tu as vendu Nketiah. Ça veut dire que ton neuf, c'est Havertz qui, rappelons-le, n'est pas un vrai neuf, mais qui fait le taf en tant que numéro 9, et Jesus qui vient de se blesser, et de toute façon, qui joue moins de la moitié d'une saison. Donc, je ne sais pas comment est-ce que l'on peut faire une saison complète avec un faux neuf. Donc voilà, il va falloir bosser sur ça. Et on a bien vu, et encore une fois, qu'au niveau des ailiers et la concurrence que l'on doit apporter à Bukayo Saka n'est toujours pas là. Là, j'ai entendu aussi récemment qu'apparemment Arsenal allait se mettre sur Nico Williams, mais j'y crois pas du tout. Ce serait extraordinaire, mais j'y crois pas. D'accord avec toi. Euh, Mais donc ça ouais, serait, ouais, il y a et des ça gros. serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire parce que du coup, il serait titulaire à gauche. Son remplaçant serait Martinelli. Et je pense que Trossard, dans ce cas-là, basculerait à droite Pour et être le serait backup de Saka. de Saka. Je pense. Enfin, Hmm. à mon avis, c'est comme ça que moi, je la jouerais sur Football Manager. Avec lequel j'ai gagné la Ligue des Champions avec Sochaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Et après, je ne sais même pas si c'est un besoin de liquidité, même si évidemment qu'il y en a toujours besoin. Mais tu vois, par exemple, le départ de Ramsey, c'est plus pour l'atmosphère du vestiaire et surtout, Oui, oui. tu vois, c'est pour lui aussi, quoi. Encore une fois, cette gestion de Ramsdale, elle est triste et il mérite tellement pas ça que, voilà, ouais. Je sais pas si ce que je dis, du coup, est intéressant, Non, non, mais, mais mais toujours, oui, c'est il toujours, faut bah, recruter un neuf en priorité. Il faut recruter un neuf en priorité. Ok. Louis, pour terminer? Non, mais je suis d'accord avec mes chats. On manque actuellement, on manque et de profondeur en termes de nombre et de qualité offensive. Parce que comme Méchad l'a dit, aujourd'hui, on n'a que Havertz en pointe, qui n'est pas, dont la qualité première n'est pas de finir les actions, même Mm. si au demeurant, c'est un excellent joueur. Ensuite, derrière lui, du coup, on a Gabriel C'est vrai, Jesus c'est vrai. qui est toujours, qui est blessé toutes les 3 semaines. Ensuite, à gauche, on a Martinelli qui ne met plus un pied devant l'autre depuis 6 mois. Mm. Ensuite, on a Trossard. Et à droite, on n'a plus que Saka. Donc, effectivement, il y a très peu de monde. Après, est-ce que pour autant, on va encore réussir à renflouer les caisses après Nketiah? Moi, j'y crois pas du tout parce que je pense que reste Nelson. Soit ça sera un prêt, au mieux un prêt, au pire, il reste. Mais pour quelle utilisation, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, avec son faible temps de jeu de la saison dernière, plus la revalorisation salariale dont il a bénéficié quand on l'a prolongé, je vois mal un club arriver et poser 15 ou 20 millions de livres avec son salaire pour un joueur qui joue 5 minutes tous les 3 mois. Donc là, il reste 3 jours en plus sur le mercato. Donc autant dire que le départ de Nelson, au mieux, ça sera un prêt pour économiser un peu de salaire. Le départ de Ramsdale, pour moi, quand je vois que c'est Southampton sur le coup, je me dis que ça sera un prêt aussi. Peut-être avec obligation d'achat ou on verra, mais pareil, je pense qu'en termes de liquidité, on va plus faire rentrer beaucoup d'argent. Et j'ai un peu peur que le board nous fasse une Tierney version 2023-2024, où on se souvient qu'il y a un an, on avait laissé partir Tierney en prêt à la Sociedad, où on s'attendait tous en disant bah super, on va le remplacer avec un arrière-gauche. Au final, le club avait dit ah, bah on n'a pas trouvé d'arrière-gauche. Et résultat, cette saison, on avait un peu galéré à ce poste-là avec beaucoup de bricolage. Donc là, il reste 3 jours de mercato. Je pense que bah, forcément le club est forcément au courant et le sait mieux que nous, où il manque forcément de monde au poste offensif. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a encore quelques opportunités de marché qui sont pas folichonnes, certes. Donc il faut espérer que le board travaille sur une cible de longue date et qui pourrait être polyvalent, aussi bien pour couvrir les ailes que pour couvrir l'axe en fait.
Je pense Moi, que ça va je être ça sais pas l'objectif. pourquoi, mais moi, je sens qu'on va annoncer, qu'ils vont annoncer une dinguerie. Je sais pas pourquoi. Mais Bah, il faut espérer parce qu'en termes d'opportunités de marché, il y a plus grand monde. Chiesa, malheureusement, est parti à à Liverpool. Je pense Chelsea, que pour moi, Liverpool, ouais. à mes yeux, c'était la meilleure opportunité de Ouais. marché possible pour 13 13 millions millions, d'euros. hein, ouais. Ouais. Ok. Il reste qui là? 13 Sancho est parti. millions? Il est Ouais, parti pour 13 13 millions. millions? Ouais, il est Et parti pour 13 millions. Mais Pour moi, c'est une blague. c'était la meilleure opportunité de Mais tu marché. vois ça, mais ça, pourquoi on se positionne pas dessus? Moi, j'ai pas Pourquoi on compris se non plus. positionne sur Franchement, pour moi, j'ai pas compris qu'on soit 13 pas millions positionné d'euros? parce que alors certes, il est pas dans la meilleure forme de sa carrière, mais un joueur à 13 millions d'euros pour de la rotation, quel risque on prenait? Il y en avait aucun. pas En grand-chose. fait, Mais le il y seul a prospect de peut-être. fou qui reste, c'est Osimhen, en fait. C'est tout, hein. Mais non, il reste aussi Sterling, hein. Ouais, mais c'était. Non, non, Ah bah, non, 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 non. alors je dis pas que je le veux, mais Non, mine de non, non, rien, non, 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 non. c'est une opportunité de marché. Et je pense qu'en termes de panic buy, si on n'a C'est vrai, t'as personne, raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, pour un t'as raison, joueur que Arteta a coaché aussi à City, hein, t'as quand raison. Sterling était à City. Donc pour moi, Sancho est parti à Juventus. La dernière opportunité de marché, c'est Sterling. Alors après, effectivement, faut espérer que le board travaille sur une Ouais, mais cible Sterling, il a raison. fait une saison dégueulasse quand même. Ah, je sais Non, mais il a pas. Ah raison, bah non, attends, mais hein. Louis, il a raison, non, mais Louis a raison. Franchement, Et, c'est vrai, bah, Sterling, c'est une opportunité à saisir, c'est vrai, c'est vrai, c'est à, sûr. à trois jours, Ça sera un backup il vient avec la clairvoyance qui sera le backup de Saka à ce moment-là, quoi. ah bah oui, Mais de toute façon, moi, à 3 jours de la fin de mercato, je ne pense pas qu'on va tirer quelqu'un qui soit un upgrade sur une position. Je ne pense pas. Parce que là, on va commencer à arriver dans le money time, on va pouvoir poser les ronds, soit on va surpayer, soit les clubs vont dire ouais, mais nous, sur le vend, on n'a pas le temps de le remplacer, donc bah, on vend pas. Et là, ça va être une problématique. Donc, soit c'est une. où on met dans la balance un de nos joueurs en disant bah on vous le prend et on vous prête celui-là là en prêt. Ouais, Mais moi ça j'ai peut être un truc comme l'impression ça. que sur le dossier Merino, de ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a un peu de friture entre Arteta, ce qu'il veut, et ce que le board estime, parce que je ne sais pas si vous avez lu les mêmes choses que moi, et je ne connais pas la part de vérité là-dedans, mais visiblement Arteta voulait Merino, et le board estimait que mettre 40 millions sur un joueur de 28 ans était pas forcément quelque chose de très logique dans le développement Mais du c'est club. vrai, mais c'est vrai. Alors moi, même d'ailleurs, moi je l'ai dit sur le podcast de Merino Bah oui, que je trouvais ça très cher pour un joueur de 28 ans. bah oui, oui, c'est Mais clair. c'est la première fois qu'on entendrait qu'il y ait une sorte de désaccord entre ce que veut Arteta ou ce que voulait Arteta et ce que le board était prêt à lui donner. Alors Arteta a eu gain de cause, mais c'est une question, j'ai pas la réponse. Y aurait-il pas un peu de friture sur la ligne? Je sais pas. Bon, je pense que ça doit arriver plus souvent qu'on ne le pense, mais cette question d'âge, enfin, pour moi, c'est un non-sens, c'est un non-débat. Parce que oui, Merino a 28 ans, mais on va pas gagner la première ligue et voir plus loin la Ligue des Champions ou je ne sais pas quoi avec une armée de gamins, en fait. Quand on prend l'exemple de Mhm. l'Inter de Milan qui arrive en finale de Ligue des Champions, leur milieu, c'est qui? C'est Çalhanoğlu, c'est celui qui a joué à Arsenal, donc j'ai oublié le nom, Mkhitaryan, 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 c'est Acherbi, Barella. c'est Barella. Enfin, c'est des mecs qu'ils ont arrivé à attirer, soit qu'ils étaient en fin de contrat, soit qu'ils avaient 32, 33 ans. Et au final, les mecs, ils ont roulé sur la série, ils sont arrivés en finale avec des champions. Pour moi, il faut un juste milieu entre des joueurs qui ont de l'expérience et de la jeunesse. Pendant X saisons depuis l'arrivée d'Arteta, même pendant toutes les saisons depuis l'arrivée d'Arteta, on était le 11 le plus jeune de Première Ligue. Je trouve que mettre 40 millions pour un joueur de 28 ans, c'est loin d'être déconnant. Et même par moment, il faut le faire, quoi. Enfin, je pense qu'il Ouais, nous faut, il nous mais, faut, il nous faut cette expérience. mais au-delà de l'âge, tu dis, est-ce que c'est avec des jeunes qu'on franchit les paliers? Au-delà de l'âge, est-ce que c'est avec Merino que tu franchis un palier? Tu vois, la question, je sais pas, hein, la question, elle est ouverte. Je pense que il souffre un petit peu, Merino, aujourd'hui, d'un déficit d'image parce que c'est pas le joueur le plus bankable et qu'on s'attendait tous à un top player à ce niveau-là. Moi, je le dis et je le répète, il y avait un joueur comme Onana qui était dispo. Je comprends pas comment est-ce qu'on passe à côté d'un joueur comme Onana. Vraiment, ça, je l'ai toujours en travers de la gorge. Mais bon, bref, c'est une très bonne recrue au final, Merino. Je pense qu'il peut apporter beaucoup. Surtout s'il a enfin, il a un profil Chaka compatible, donc ça peut nous aider sur cette saison. Et Mais si d'ailleurs il y bref, en a qui l'ont pas encore écouté, je vous invite à écouter le podcast spécial Merino que l'on a fait et qui est exactement. sorti il y a quelques jours de ça, où on parle Exactement. effectivement des plus et bah, des points forts et des faiblesses de Merino chez nous à Arsenal.
Mais en tout cas, il nous faut maintenant, il nous faut un top player, quoi. Ça bon. On a ce qu'il faut en termes de jeunesse, on a ce qu'il faut en termes de Eh ben peut-être qu'on jeunesse. l'aura pas, Méchad. Et bah, je trouve que c'est compliqué parce que si, enfin, je sais pas, je trouverais ça difficilement compréhensible, pour être Mais très pour honnête. conclure, les gars, juste comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'il reste 3 jours de mercato au moment de l'enregistrement, quel est pour vous le je vais pas dire le transfert le plus marquant parce que le transfert d'un jeune joueur en devenir peut être très marquant, mais d'après vous, quel est le joueur le plus star, entre guillemets, qui a été transféré cette saison ou cette intersaison? Bah, Mbappé. Ouais, je pense qu'en termes d'impact Alors, et d'image, je pense que c'est lui excepté d'Mbappé. Mbappé. Pardon, ouais, je l'avais complètement zappé lui. Excepté Mbappé. Parce que Mbappé, c'est un transfert dont on parle depuis, de toute façon, il y a un feuilleton interminable dont on parle depuis quand même plusieurs saisons. Mais à part Mbappé qui est allé au Real sans vraiment de surprise, il y a eu quoi comme autre gros transfert? Il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Alors moi, il y en a un qui m'a, alors peut-être pas en termes enfin on va dire d'image ou etc. Il y en a un qui m'a beaucoup surpris quand même, c'est le départ de Julian Alvarez de City. Oui, c'est vrai. Où c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il À parte aussi, l'Atlético, ouais, ouais. qu'il parte aussi tôt et aussi vite. J'étais Et assez pour combien? étonné. 90, je Ouais, crois? ils Ouais. ont posé, ils ont posé la thune, hein. Donc c'est pour 75, ça 75 que avec les bonus. je pense que c'est pour ça que City l'a vendu aussi. Mais je pensais pas que qu'ils allaient le vendre aussi vite et que Julian Alvarez allait vouloir partir comme ça de City. Hmm. J'étais un peu étonné. Voilà, Moi, je le pense que transfert, c'est. le transfert marquant, pour moi, c'est le roi Georges Mikotadze à Lyon. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne recrue. Je sais Non, mais plus c'est vrai, quoi dire. c'est une bonne J'ai question. plus les mots. C'est une bonne, c'est une bonne question. Ce que tu dis, c'est Non, une mais bonne pour question, vous pardon. dire que moi, je trouve que On manque de stars, c'est vrai, hein, je trouve que cette année, on manque de stars sur le PSG. qui est, d'après moi, relativement calme et qu'on a vu beaucoup de transferts de jeunes joueurs C'est vrai, c'est vrai. plutôt sur des fins de contrat ou des choses comme ça. Et là, je trouve que Aston Villa a sorti son épingle du jeu. Brighton, Fulham, Brighton, Brighton et Fulham également. Brighton, ils font un Euh, mercato assez incroyable, hein. Brighton, et d'ailleurs, franchement, on joue Brighton ce week-end et c'est un choc des leaders de Première Ligue, alors, puisqu'on ah est, oui, on est co-leader oui, oui. et que j'espère bien qu'on restera leader à l'issue de ce match-là. Mais finalement, dans l'analyse du calendrier que j'avais pu faire avec Jonathan lors d'un podcast, avec, j'allais dire, les matchs pièges, etc., j'avais identifié Aston Villa comme un premier match référence, de par l'historique, de par les 2 matchs perdus la saison passée. J'avais pas forcément identifié Brighton comme étant un match vraiment dangereux. Et là, de ce que j'ai pu voir de Brighton, en plus, c'est pas dégueu. Et ça m'a l'air bien, bien intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce match-là samedi à 13h30, si je me trompe pas, et de pouvoir en débriefer d'ailleurs avec vous et avec toi, Méchat, si tu es là, mais je crois que tu seras là. Je serai là à tes côtés, bien sûr. Et magnifique. Donc Euh, voilà, messieurs, je crois qu'on a dit un petit peu tout. Il y a cette question qui reste un peu en suspens. Quel est le gros transfert marquant? Alors, à part Mbappé, encore une fois, mais je crois que lui, de toute façon, il était hors catégorie. Il y a plein de, j'allais dire, petits transferts, même si les montants sont de plus en plus affolants. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un mercato qui est relativement sage encore et Et qui tu sais devrait. que En fait, il là, manque de stars. Quand tu analyses bien, il manque un peu de stars. Enfin, Ouais, il manque de stars sur la je, planète foot actuellement. je suis en train de regarder et il n'y a aucun transfert qui a dépassé les 100 millions sur ce mercato. C'est quand même assez rare avec le club de première ligue. Le plus cher, c'est Julian Alvarez 75 millions. Après, il y a Solanke 64 millions. Mais on n'a aucun transfert qui est allé au-delà de 75 millions. C'est quand même Ouais, assez rare pour les clubs de première ligue. c'est vrai. parce que aujourd'hui, les clubs gardent leurs meilleurs éléments. Si demain tu devais vendre Saliba, tu serais au-dessus. Si demain tu devais vendre Ødegaard, je pense que tu serais au-dessus. Si City devait vendre Haaland, on serait au-delà des 100 millions et que les clubs gardent leurs meilleurs éléments et essayent de les compléter avec des éléments plus ou moins forts. Et je pense que les 3 derniers jours vont être
agité, certes, parce que je ne peux pas m'imaginer que ça s'arrête comme ça et que les clubs n'aient pas n'aient pas de plan A, plan B, plan C dans leur recrutement. Mais en tout cas, c'est un mercato qui somme toute, est assez calme pour le moment. En tout cas, on verra bien. Précisons quand même, on n'en a pas parlé et je pense que ça ne mérite pas un podcast, le prêt de Fabio Vieira à Porto. Là, on est déçus, ça aussi, hein. Moi, pas du Purée. tout, mais Pas lui, voilà. arrête, pas lui, il était tellement fort. Mais voilà, donc voilà, j'en ai parlé. Personne n'a rien à dire dessus. Tu parles de Patrick Vieira? Tu parles de qui? Ouais, j'aurais préféré Dis-moi. l'avoir lui. Donc voilà, donc je pense que Ramsdale peut être le dernier, et je pense qu'il partira dans les 3 jours. Il Sera notre faut. dernier. Pour lui, il faut. Après, franchement, si on pouvait se le garder en numéro 2 en cas de blessure ou même pour jouer Non, les cups, etc. franchement, il faut qu'il parte. Il mérite pas T'aurais quand d'être même, numéro 2. t'aurais C'est quand ça. même, il ne mérite pas d'être numéro 2 mais voilà, après, on va pas refaire un cas Raya Ramsel. C'est notre bonne résolution, Méchad, sur cette nouvelle Non, saison. mais c'est pour ça, tu vois, j'argumente pas. Je dis juste que pour lui, il faut qu'il parte. Il mérite pas d'être Pour numéro tout le 2. monde. Non. Il a pas le talent d'être un numéro 2. Je suis désolé. En tout cas, messieurs, c'était bien sympa. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la fin de ce mercato qui se termine. Alors, en Angleterre, il n'est pas un peu prolongé? C'est quoi? C'est au 31 août? Vendredi, je crois, donc 31, ouais, il me semble. Non, vendredi, on sera le 30. Le 30? 30. Le Le 30. 30, bah non, c'est le 30 du coup, je crois, Ok, d'accord. Il il me me semblait semble. que les Anglais avaient toujours quelques jours en plus, mais j'ai dû me tromper. Donc, il nous reste 2 jours, messieurs, 2 jours et demi pour faire une bonne affaire. On verra bien. Vous remercier de votre présence et de votre participation. C'était bien cool. M'excuser pour les petits soucis techniques que les auditeurs ne devraient pas entendre, mais qui étaient bien réels. Et vous souhaitez une bonne soirée et puis un bon match samedi. Et puis Méchad, écoutez le podcast, le face-à-face avec Méchad. Je l'ai réécouté, je l'ai enregistré avec lui, je l'ai réécouté. Et Méchad, moi j'aime vraiment beaucoup ce qui s'est passé sur ce podcast-là. Donc C'est vrai, encore une fois, je l'ai pas merci. réécouté, donc Ouais. mais merci en tout Mais cas. moi j'ai bien aimé. Voilà. Et je trouve que ces petits face-à-face avec les membres de l'asso sont vraiment intéressants. Voilà, messieurs, je vous laisse Merci aller beaucoup, Raoul. à ce que vous avez Merci, à Louis. faire. Je sais pas, je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Merci à vous, Gros salut! bisous.